Bonjour à tous. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Aujourd'hui, là, je vais continuer dans la même veine. Je vais vous proposer de continuer sur l'IA, mais avec un ton un peu plus léger, parce que je vais vous parler d'IA appliquée à la créativité musicale. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter en quelques mots. Donc, je suis Mathieu Légachery. Je suis architecte depuis une dizaine d'années dans les équipes DataI d'Octo. Et puis, à mes heures perdues, je suis également musicien, où je fais du violon électrique et acoustique. Et en fait, ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est justement la croisée de ces deux mondes. Comment on peut, d'une part, marier l'informatique, les algorithmes, l'IA, avec quelque chose de moins malléable, on va dire, la créativité musicale, la composition, l'improvisation. En fait, ce talk, c'est un peu une réponse à une question que je me pose depuis assez longtemps. C'est-à-dire comment l'IA peut aider un musicien à augmenter sa créativité musicale, comment ça peut l'aider à composer, à improviser, et puis tout simplement à s'amuser. Alors déjà, je vous invite à réfléchir au rôle de l'IA dans la musique aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut avoir finalement deux prismes dans ce rôle de l'IA. Le premier prisme, c'est le prisme de l'auditeur. En fait, pour l'auditeur, l'IA, ça va être avant tout générer de la musique, générer plus de la musique personnalisée qui suit les tendances plus rapidement. Voire, comme l'a montré Eric ce matin, générer des musiques complètes sans aucune connaissance musicale avec la chanson de la grosse conf. Mais il y a un second prisme, et c'est ce prisme-là qui va particulièrement m'intéresser aujourd'hui, c'est le prisme du musicien. C'est-à-dire comment l'IA peut l'aider à générer des choses, à créer, co-créer, composer, improviser. Alors, il y a un focus particulier pour le musicien qui est, on n'est pas juste dans la consommation, c'est-à-dire je ne vais pas utiliser l'IA pour générer quelque chose uniquement pour le consommer, je vais générer quelque chose pour que je puisse le retravailler. Donc j'ai besoin de comprendre ce qui est généré, j'ai besoin de comprendre la matière générée par l'IA pour ensuite la retravailler, itérer dessus et puis ensuite la jouer. Alors, avant de rentrer dans les détails des différents algorithmes, je vous propose de prendre un peu de recul. En fait, l'informatique et la musique, c'est intimement lié depuis les débuts de l'informatique. Et on a même une première composition générée par un ordinateur, enfin avec l'aide d'un ordinateur, qui a été faite par Lejar Hiller, qui est un compositeur en 1956, qui a composé Iliac Suite for String Quartet sur l'Iliac 1, qui était l'ordinateur de l'Université de l'Illinois. Et en fait, il a créé ce premier morceau en s'aidant de l'ordinateur et en faisant 4 expérimentations autour de 4 mouvements, dont chaque mouvement, finalement, expérimentait une technique algorithmique différente. Par exemple, un des mouvements utilisait les grammaires génératives. Une autre date qui m'a paru intéressante, c'est en 1960, où on a vraiment la première publication autour de la génération de musique complète, de partitions complètes, avec un système informatique. Donc c'est Rudolf Zaripov qui génère de la musique traditionnelle en utilisant l'Ural 1, là, qui ressemble encore à une grosse armoire, et qui utilise un système de règles formelles. Donc on n'est pas encore dans l'intelligence artificielle, on est dans du déterminisme. On essaie d'encoder les règles musicales sous forme de règles formelles et de générer des compositions ainsi. Mais on voit qu'il y a cette envie d'utiliser l'outil informatique pour finalement générer quelque chose qui soit esthétique pour l'humain. Alors, je vais faire un bond dans le futur assez important. Je vais aller directement en 97 avec l'expérimentation de David Cope, qui a créé un software qui s'appelle EMI, Experiments in Musical Intelligence, qui est en fait un outil qui lui permet de générer des partitions en utilisant, en copiant, en reproduisant le style de Bach. Alors, il génère pas loin de 5000 compositions avec cet outil. Il en a même sorti un CD, la Bach by Design, avec une sélection.
Donc là, on commence à trouver, ok, on commence à avoir des outils d'IA, c'est plus seulement, ça devient un peu massif sur ce qu'on peut générer, mais on a aussi la première question du rôle du compositeur face à ces outils. Et là, j'ai ressorti une citation de David Cope, justement, qui à la fois est étonné, épaté par ce que peuvent générer ces algorithmes-là, et en même temps un peu mal à l'aise, finalement, parce qu'il se dit, mon rôle de compositeur, au final, là-dedans, c'est quoi? Et il se rassure, finalement, parce que EMI ne peut générer que des choses en utilisant le style de Bach. Au final, cette variété de styles, cette capacité à générer différents styles, on l'a un peu plus tard. Et j'ai pris 2016 pour vous le montrer, avec l'initiative Magenta. Magenta, c'est un laboratoire qui a été créé par Google. C'est un laboratoire spécifiquement créé pour mêler l'art et l'intelligence artificielle. Donc ils ont fait de la musique, mais aussi de la peinture. Voilà. Ça a initié pas mal de mouvements autour de l'art et de l'IA. Alors dans ces expérimentations, Magenta, justement, ils sont allés s'intégrer dans le processus créatif des compositeurs. Donc ils n'étaient pas uniquement là pour générer de la musique, mais vraiment pour essayer de s'intégrer dans le processus créatif d'un musicien. Alors, je vais vous citer quelques expérimentations qui sont sorties de Magenta. Vous pouvez aller voir sur le site, ils ont plein de démos, c'est super bien fait, et les démos sont toutes, vous pouvez y toucher et les manipuler. Donc vous avez Musique VAE, qui est un outil pour faire de la génération de mélodies et de trios. Alors ça génère des choses relativement simples, je vais vous montrer un petit exemple par exemple. Alors ça c'est vous voyez en fait c'est une brique d'un morceau hein, finalement, hein. C'est juste une série d'accords, mais c'est ça qui est intéressant en fait. Là j'ai généré cette petite brique d'une partition avec Musique VAE, en lui spécifiant le style que je voulais. Je lui ai spécifié la suite d'accords, je lui ai spécifié la gamme, et ça, je trouve, c'est quelque chose qui a changé. Parce que on ne subit pas finalement ce que génère l'algorithme, on peut collaborer avec lui pour lui demander, ok, génère-moi quelque chose dans ce style-là pour que ça s'adapte à ce que moi j'ai envie de faire. Alors, ils ont fait d'autres expérimentations qui sont aussi intéressantes et qui aident le compositeur. C'est par exemple Onset and Frames, qui fait de la transcription automatique. C'est-à-dire que là, vous donnez un signal audio et ça sort la partition. Alors ça marche particulièrement bien pour le piano. Bien sûr, quand il y a de multiples instruments, ça marche beaucoup moins bien. Et une autre expérimentation qui a aussi marqué les premières générations vraiment audio, c'est NSynth, où c'est une expérimentation qui crée des instruments virtuels. C'est-à-dire qu'avec NSynth, vous pouvez mélanger un violon avec une trompette pour créer, voilà, je ne pourrais même pas lui donner un nom. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus en train de générer des choses dans le domaine de le langage de la musique, dans un langage un peu symbolique, les notes, les rythmes, etc. On génère directement un signal. Alors, c'est encore plus marqué à partir de 2023, alors, avec l'arrivée des LLM et les premiers modèles texte-to-audio. Alors là, on commence à arriver à des choses qui sont beaucoup plus impressionnantes, justement dans de la génération audio. Alors je vous ai sorti deux modèles qui sont assez intéressants dans ce cadre-là. Alors ils fonctionnent exactement comme la majorité des LLM. Vous leur donnez un prompt avec le style musical que vous souhaitez, et ils vont tenter de générer une partie musicale qui correspond à ce prompt. Donc là, par exemple, j'ai repris cet exemple du papier de MusicGen. Là, il demande une musique orchestrale qui serait adaptée pour une bataille épique, héroïque, etc. Donc, le premier modèle où je vais vous montrer un petit exemple, c'est MusicLM, qui a été fait par Google. Alors c'est déjà assez impressionnant, mais finalement, il y a quand même quelque chose qui gêne assez vite quand on écoute attentivement. Il y a un peu du brouhaha dans ces générations.
C'est-à-dire que des fois, les instruments ils jouent ensemble, ça fait un peu un mélange, un peu indigeste, et on ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc c'est un peu le problème des modèles audio, c'est que le modèle arrive à générer quelque chose de cohérent, mais vu qu'il génère tous les instruments d'un seul coup, bah, c'est assez dur à interpréter, et l'oreille humaine est assez bonne pour ça, à réussir à séparer finalement les lignes mélodiques d'une musique. Alors, un modèle de méta a amélioré l'approche, avec le modèle MusicGen, où avec le même prompt, vous allez voir ce que ça donne. Alors là, clairement, je trouve que la qualité, ils ont réussi à vraiment l'améliorer. Il y a beaucoup plus de cohérence, on a moins cet effet brouhaha. Ils ont encore des soucis pour générer des morceaux qui sont relativement longs. Par contre, un autre avantage de MusicGen, c'est qu'on peut lui donner, on peut le conditionner par une mélodie. Par exemple, je pourrais demander de générer avec ce prompt-là, lui donner l'air d'Au clair de la lune, et il me générerait en fait un thème, voilà, bataille épique sur le thème d'Au clair de la lune. Je n'ai pas fait expérience, je suis désolé. Mais en fait, moi j'ai utilisé ça, c'était du point de vue en fait, du musicien qui veut utiliser des IA pour jouer. En fait, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile? Bah, finalement, relativement peu, parce que en fait, ce que ça nous génère, ces modèles, ça reste quand même de la boîte noire. Hein. C'est quelque chose, ça nous génère un signal audio que nous, on peut relativement pas interpréter. Je peux pas séparer, par exemple, la partie violon, je peux pas réutiliser juste le thème, je peux pas enlever les batteries, parce que finalement, ils ont le modèle, quand il génère ça, il génère tout en même temps. Il compresse toute cette information et on ne peut pas retrouver l'information facilement après. Donc en fait, c'est voilà, assez limite et c'est pas directement utilisable, en tout cas moi dans les utilisations que j'en ai fait. Et en fait, je vous ai montré ça également pour montrer que quand on commence à vouloir utiliser de l'IA en musique, on est devant un problème de représentation finalement. C'est pas un problème d'algorithme. Le modèle finalement, on en a plein qui peuvent faire ça. Mais par contre, il faut bien réfléchir à comment on veut travailler, on va dire, pour collaborer avec des IA en musique. Finalement, on a un peu deux approches aujourd'hui. Une approche symbolique, où en fait, on va faire des modèles qui génèrent directement le langage de la musique. Donc, voilà, des notes, des rythmes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement exploitable par un musicien. Il peut relire la partition. L'autre voie, c'est de faire directement une génération analogique, comme vous avez vu avec MusicGen, qui permet de faire des choses plus complexes, là, comme on a pu voir, qui sont même impressionnantes, mais qui sont un peu boîte noire et qui sont relativement inexploitables dans le cadre d'une pratique musicale. Alors moi, je m'intéresse particulièrement à la génération, l'utilisation de modèles symboliques, parce que aussi j'ai un autre point, c'est que j'ai besoin d'utiliser ces modèles en temps réel. J'ai besoin qu'ils puissent générer en temps réel des notes. J'ai besoin qu'ils puissent me proposer qu'ils me fassent des propositions en temps réel. Et en fait, des modèles comme MusicGen, MusicLM aussi, c'est relativement lent aujourd'hui. Alors, au final, comment aujourd'hui on génère, ça veut dire quoi faire une représentation symbolique? En fait, c'est relativement simple et je pense que les data scientists dans la salle, ils vont trouver ça super simple. C'est qu'en fait, ça reste une matrice. Hein. Générer une partition aujourd'hui, c'est représentable sous forme d'une matrice. On appelle ça un piano roll d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez les choses qu'ont les enfants où on tourne la petite manivelle avec des petites gravures. Bah, en fait, c'est exactement la même chose. Les petits points, c'est les petits reliefs qu'on a sur le piano roll. Vous avez en abscisse finalement le temps qui correspond au déroulement de la partition, qui correspond à la durée des notes également.
Et puis, vous avez en ordonnée, vous avez les notes. Vous avez les notes avec, finalement, c'est la hauteur des notes, c'est les touches du piano, en fait, en ordonnée que vous voyez. Donc, vous voyez, l'espace est relativement simple. Pour autant, quels algorithmes on peut utiliser pour générer dans cet espace? Aujourd'hui, la majorité des approches sont basées sur des auto-encodeurs. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais le principe de base d'un auto-encodeur, c'est d'utiliser en entrée des centaines de milliers, des milliers de partitions, de créer une représentation intermédiaire sous forme d'un réseau de deep learning, et après d'utiliser cette représentation intermédiaire pour pouvoir générer de nouvelles compositions. L'intérêt des auto-encodeurs, c'est que ça permet de compresser. Par exemple, je peux prendre tous les travaux de Bach et faire un auto-encodeur qui va être spécialisé pour représenter le style musical de Bach. Je peux faire ça pour la musique pop, je peux faire ça pour le jazz. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on peut contraindre l'auto-encodeur par la suite par rapport à l'univers musical qu'on veut représenter. Et ensuite, les nouvelles compositions, c'est infini. Générer avec un auto-encodeur, c'est très facile. Ça nous génère vraiment très facilement des nouvelles partitions et des nouvelles propositions. Alors moi, dans ma pratique aujourd'hui, j'utilise 3 modèles qui n'utilisent pas tous des auto-encodeurs, mais je vais vous en citer 3. Donc Music VAE, qui fait de la génération mélodique monophonique ou polyphonique. C'est-à-dire que ça peut générer plusieurs voix en même temps. J'utilise Coconet, qui fait de l'harmonisation dans le style de Bach. Alors ça, c'est intéressant. En fait, ça crée un accompagnement qui pourrait être, qui ressemble un peu à ce qu'écrivait Bach dans ses fugues et ses canons. Et puis, j'utilise un dernier modèle pour tout ce qui est percussion, qui est Groovae, qui permet de faire de la génération de percussions expressives. Alors, j'insiste sur le terme expressif, c'est que le gros défaut de ces algorithmes aujourd'hui, c'est que c'est très dur de mettre de la nuance. C'est-à-dire que, basiquement, toutes les notes elles vont être jouées avec la même intensité. Voilà. En fait, quand ça génère sur une partition, en fait, il y a plein de métadonnées. Quand vous regardez une partition, il y a les notes, il y a les rythmes, etc., la durée des notes. Mais en fait, le compositeur, il met plein de métadonnées. Il met plein d'instructions, il met des crescendo, c'est-à-dire là, on doit augmenter le volume au final. Il met des façons de jouer. Ça, en fait, par contre, aujourd'hui, c'est la majorité des modèles ne le font pas, ne le proposent pas. Je l'ai juste vu sur de la percussion. Ça permet, là, ça gère juste l'intensité de la note. Ça permet de jouer certaines notes différemment des autres, avec une intensité différente. Ça permet d'enlever un petit effet robot, en fait, à ce qui est généré après par le modèle. Alors ensuite, est-ce que c'est difficile finalement de générer dans cet espace? Parce qu'on se dit, bon, c'est une matrice à 2 dimensions, etc. On pourrait se dire que bon, c'est relativement facile de générer de la musique cohérente là-dedans. Alors, je vous fais juste l'exemple où j'ai fait un tirage aléatoire dans cet espace. Je vais vous laisser juge. Voilà, donc c'est une cacophonie ou voilà, c'est pas très intéressant. En fait, tout simplement parce que on est relativement habitué à une certaine codification dans la musique. Par exemple, dans tout ce qui est Occident, eh ben, on est habitué à un certain type d'harmonie, à un certain type d'accord, et un certain type de règles qui sont les règles d'harmonie. Les règles les plus simples d'harmonie, ça va être les gammes. Par exemple, générer dans une certaine gamme, ça va contraindre les notes. Je vais vous montrer un second exemple où j'ai généré là, ces musiques VAE qui nous génèrent une mélodie toute simple. Alors, c'est une mélodie relativement simple. Ça sonne déjà mieux, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas ah, il joue faux, il joue quelque chose de bizarre, etc. C'est quelque chose qu'on pourrait se dire bon, on ne va pas écouter ça en boucle, mais voilà, c'est quelque chose de cohérent. En fait, Music VAE, quand il génère dans cet espace, il ne génère pas dans tout l'espace, il génère dans un espace contraint. Et l'espace, il est contraint en fait par la gamme. Donc là, c'est une gamme de sol majeur.
Donc en fait, là j'ai dessiné, en fait, j'ai enlevé, j'ai mis en blanc toutes les notes auxquelles le modèle n'a pas accès. En fait, vous voyez qu'il a accès à un espace qui est beaucoup plus contraint. Donc déjà, si on génère aléatoirement dans cet espace contraint, bon, il y aura déjà quelque chose qui sera un peu plus entendable. Alors, là, on a vu des modèles de génération. C'est-à-dire que là, on prend un modèle, ça génère une proposition musicale. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'il y a des modèles qui sont beaucoup plus dans l'itération, dans la collaboration. Et je vais vous en citer un, c'est Coconet. C'est un modèle qui a été fait par Magenta également, qui, en fait, le principe est différent. Là, on ne lui demande pas de générer une mélodie. On lui donne une mélodie qu'on a déjà faite. On lui demande, fais-moi l'accompagnement. Et là, par exemple, Coconet, en particulier, fait l'accompagnement en suivant le style des canons et fugues de Bach. Donc, c'est intéressant parce que, en fait, ça veut dire qu'on ne doit pas se limiter uniquement à des algorithmes qui sont pour faire de la génération de propositions mélodiques, mais on peut vraiment utiliser ces algorithmes-là aussi pour itérer, avoir des propositions modifiées des partitions. Alors, et le GNAI dans tout ça? Alors bien sûr, j'ai fait des tests avec du GNAI, parce que, en fait, j'ai commencé à tester avec des modèles très spécialisés qui ont été spécifiquement entraînés sur des milliers de partitions. Au début, je n'étais pas forcément très confiant. Je me suis dit, bon, je ne vois pas en quoi un GPT-4 serait meilleur qu'un Music VAE pour faire de la génération mélodique. Bon, je vous laisserai juste du résultat, mais j'ai essayé de pousser l'expérimentation, donc j'ai choisi un modèle, donc GPT-4, j'ai choisi une représentation. Alors, c'est ce que disait Emmanuel, c'est là qu'il y a le JSON. JSON, et puis j'ai choisi un format anglais des notes, C5, FDS3, etc. Bon, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que cette représentation, je ne l'ai pas sortie de mon chapeau. C'est que en fait, j'en ai testé plusieurs jusqu'à trouver une représentation qui est dans GPT-4, qui lui permet de comprendre ce que je lui demande en termes musicaux et qui lui me permet de restituer quelque chose de cohérent musicalement. Et ensuite, c'est une technique classique de prompt engineering, mais adaptée à la musique. Donc voilà ce que ça donne très rapidement. Déjà, on lui définit son rôle. Je lui définis son contrat d'encodage. Voilà, je lui dis tu génères un JSON, tu vas utiliser le format English Names pour générer les notes. Je lui donne un certain nombre de contraintes pour lui dire voilà, un violon en général, c'est dans ce range-là qu'on va générer. Je peux lui donner aussi quelques contraintes esthétiques, que ça suive des gammes, les tonalités qu'on lui donne en argument, etc. Ensuite, j'ai commencé par des tests relativement simples. Voilà, si on lui demande de générer la gamme de C mineur, voilà, sans surprise, là, enfin sans surprise, il n'a pas réussi sur les premières représentations, mais là, une fois la bonne représentation trouvée, il y arrive bien. Et ça, j'ai pu le tester sur toutes les gammes classiques, voire même sur des choses un peu plus complexes de la théorie musicale. GPT-4, il a quand même relativement bien intégré la théorie de l'harmonie. Je peux lui demander des accords septièmes d'une gamme, etc. Enfin, des choses qui sont vraiment liées à de la théorie musicale. Il y arrive relativement bien. Alors du coup, j'étais assez encouragé par ça. Je me suis dit, bon, ok, il a une compréhension quand même de la musique qui est intéressante. Par contre, il n'a pas été spécifiquement entraîné sur des partitions. Est-ce qu'il va pouvoir me faire de la génération musicale qui soit cohérente, intéressante? Alors, j'ai fait une petite expérimentation en reprenant l'art de la fugue de Bach et sa dernière œuvre inachevée. C'est un thème très très simple, avec une tonalité en ré mineur. Et comment j'ai fait l'expérimentation? En fait, je lui ai donné, en fait, j'ai combiné deux modèles dans l'expérimentation. Je lui ai donné en entrée d'abord à Coconet cette petite suite de notes. J'ai demandé à Coconet de me faire l'harmonisation de Bach. Bon, ça c'était pour m'amuser parce que je me disais, comme ça, c'est le modèle de Bach qui fait l'harmonisation de Bach. Et ensuite, tout le reste, j'ai demandé à GPT-4 de faire deux propositions mélodiques qui pourraient permettre de poursuivre cette mélodie. Donc là, au début, on a le thème de l'art de la fugue. Et vous avez ensuite l'harmonisation Coconet.
Là, je vais demander une transition entre la mélodie et ça, et donc la proposition de GPT-4 commence là ensuite. Ensuite, je vais demander un thème plus joyeux à GPT-4. Je vous laisse juger. Alors, quand j'ai trouvé que j'étais assez impressionné finalement que GPT-4 il arrive à générer quand même quelque chose d'assez cohérent comme ça, surtout sans être spécifiquement entraîné dessus. Donc ça c'était quand même une surprise. Par contre, est-ce que c'est exploitable dans mon cas où j'ai besoin de l'utiliser en temps réel? Bah non, parce que finalement là encore GPT-4 c'est un peu trop long. C'est-à-dire que le temps que si je lui demande de me générer une proposition mélodique pour jouer dans les 15 prochaines secondes, il va être trop long. Et en plus, pour GPT-4, là, j'ai dû générer chacune des lignes indépendamment. Il n'a pas réussi, par contre, à me générer toute l'harmonie en même temps. Donc, maintenant, je pense que ce que j'ai compris, en fait, sur les différents algorithmes que je vous ai montrés jusqu'à présent, c'est que vraiment, on a une matière pour faire de la création ou de la co-création, si on pourrait appeler ça, avec les IA qui est incroyable. Ça permet vraiment d'avoir des idées, voilà, de ne pas avoir le syndrome de la page blanche finalement, de s'accompagner, comme vous allez le voir, de s'entraîner et itérer vraiment à l'infini. On peut vraiment créer des potes musiciens qui sont infatigables. Par contre, il y a beaucoup de limites. La première limite, j'aime bien la décrire comme des modèles qui sont narcissiques, parce que finalement, ils sont vraiment que le reflet de la culture majoritaire présente dans les datas. Donc c'est très biaisé sur la musique occidentale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout voilà, d'aspect culturel dans ces modèles-là. Il faut vraiment spécifiquement générer des datasets avec une empreinte particulière si on veut faire ça. De la même façon, ça reste des modèles qui fonctionnent en moyenne. C'est des modèles majoritairement autorégressifs. Et du coup, générer de la surprise, générer de la tension, comme on peut avoir dans des partitions, en fait, c'est très compliqué. C'est-à-dire que ça va nous générer des choses cohérentes, mais ça ne va pas nous générer le petit plus, la petite surprise où on ne s'y attendait pas. Parce que finalement, ce qu'on aime bien en général quand on écoute de la musique, c'est un peu un bon mélange entre les deux. On aime bien pouvoir prédire ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on aime bien comprendre quand on écoute une musique ce qui va se passer. Donc comprendre, c'est aussi un peu prédire, mais des fois on aime bien être surpris. Voilà. Donc c'est un peu ce mélange-là, pour l'instant, c'est pas vraiment possible. Alors, je vais vous proposer une petite expérimentation pour vous montrer comment on peut mettre en place ces différentes IA pour collaborer et jouer ensemble. Alors, je vous présente un petit groupe de musique, un petit quintet. Alors, qui a du coup une petite particularité, c'est qu'il va y avoir qu'un seul humain dedans. Donc, il va y avoir un pianiste qui va majoritairement faire l'accompagnement harmonique, une basse, donc le violon, une guitare qui va faire le second solo en fait. Voilà, ça va être un peu. Ça va permettre d'échanger, c'est avec la guitare qu'on peut échanger entre les deux solos. Et puis une batterie, voilà. Et puis une batterie. Alors, au final, qu'est-ce que j'appelle, comment j'utilise ces IA en tant que groupe? En fait, chacune de ces IA, elle génère en temps réel finalement des notes. Eric tout à l'heure parlait de MIDI.
voilà, de format MIDI. Bon, c'est un terme un peu technique, mais c'est ça en fait. Ça génère en fait des notes en temps réel qui sont envoyées à des instruments virtuels. Alors des instruments virtuels, c'est des logiciels qui reproduisent le son de certains instruments. Donc les instruments virtuels, ils sont sur la tablette, ils vont recevoir un signal, des notes à jouer, et en fait les différents membres du groupe vont les jouer au fur et à mesure qu'elles les reçoivent. Alors comment je vais pouvoir diriger tout ce petit groupe parce que finalement, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, dans les groupes de jazz par exemple, des fois c'est un peu long sur les chorus, ils sont tous en train de faire leur solo, puis ils se font des petits signes pour dire ah, maintenant c'est à toi, etc. En fait, alors déjà moi en violon j'ai les deux mains occupées, donc je ne peux pas taper au clavier en même temps. Donc j'ai besoin aussi de faire un petit signe pour dire bon allez on arrête la boucle là, on passe à autre chose parce que ça commence à devenir répétitif. Donc en fait je vais utiliser une pédale, c'est un peu ma baguette de chef d'orchestre, hein. Et ça va me permettre finalement de faire évoluer le morceau au fur et à mesure. Voilà, de faire évoluer finalement la boucle sur laquelle le groupe joue. Alors, avant de partir dans le test, dans l'expérimentation, je voulais faire un petit parallèle avec la peinture, juste pour que vous compreniez un peu le processus constructif du morceau. En fait, quand on construit un morceau aussi, j'aime bien le comparer à la peinture, parce que finalement, un peintre, on voit souvent le résultat final, hein, comme ça, mais finalement, hein, il part bel et bien d'une toile blanche, et il ne va pas directement peindre avec ce niveau de détail-là. Il va procéder par couches. Il va d'abord prendre la toile vierge, ajouter une couleur de fond. Ensuite, il va ajouter des détails en termes de relief. Ensuite, il va ajouter voilà, les collines, etc. Ensuite, les sujets principaux. En musique, ça va être un peu la même chose, sauf qu'au lieu de remplir cet espace pictural, en fait, ça va être un espace musical. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on remplisse cet espace auditif, sans que ça soit ni trop chargé, ni trop vide. Alors, on va tester ça. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le groupe. Et en fait, il va fonctionner par cycle. En fait, mon groupe de potes AI là, en fait, il va fonctionner par cycle. Vous voyez un petit curseur en haut là. Alors pour l'instant, il joue rien. Hein. Il est en attente, on va dire. Il va jouer en fait 4 mesures en loop. Et moi, en fait, à la pédale, je peux lui faire évoluer sur cette loop au fur et à mesure. Vous pouvez dire, ok, là, on passe à autre chose. On a assez vu cette partie-là, on passe à autre chose, etc. Donc c'est là où je vous disais que j'avais besoin aussi de temps réel. C'est que je n'ai pas besoin de vrai temps réel. C'est-à-dire que sur ce cycle-là, j'ai le temps de générer le cycle d'après. C'est-à-dire que là, il va jouer par exemple une partition. Je vais avoir le temps, il va pouvoir calculer finalement les notes qui vont être jouées sur le cycle d'après. Alors, je vais reprendre mon parallèle avec la musique, et puis on va expérimenter ça. Alors, je vais déjà créer juste une petite ma couleur de fond en fait. Hein. Ça va être une simple note que je vais faire au violon. Là, j'ai pas besoin d'IA pour ça. Et puis ensuite, à partir de cette première note de fond, je vais pouvoir commencer à jouer. Et puis au fur et à mesure, je vais ajouter les différents instruments.
ensuite ajouter un accompagnement qui va être là sur de la basse et de la percu. Ensuite, je vais pouvoir ajouter une proposition mélodique qui sera faite là par la guitare.